Alors, à présent, on va parler de somme de R sous espace vectoriel d'un espace vectoriel de dimension finie E. Alors jusqu'à présent, ce qu'on avait fait dans les vidéos précédentes, c'est qu'on avait parlé de somme de sous-espaces vectoriels, mais juste lorsqu'on avait deux sous-espaces vectoriels, vous vous souvenez, F et G. Mais on pourrait très bien s'imaginer de faire des sommes de sous-espaces vectoriels, mais avec plus de sous-espaces vectoriels. C'est-à-dire qu'au lieu d'en avoir deux, on pourrait faire la somme de 3 sous-espaces vectoriels, de 4, 5, 6, etc. Et donc de façon plus générale, on pourrait faire la somme de R sous-espaces vectoriels. Voilà, quand on parle de somme de R sous-espaces vectoriels, la plupart du temps, les étudiants bug sur le R qui est ici. R, c'est simplement comme un N, hein, c'est la même chose. Mais c'est juste que pour ne pas confondre là le nombre de sous-espaces vectoriels dont on va faire la somme avec la dimension, par exemple, d'un sous-espace vectoriel ou de l'espace vectoriel de référence qui le plus souvent est égal à N, justement, et bien on préfère utiliser la lettre R pour désigner le nombre de sous-espaces vectoriels dont on va faire la somme. Donc voilà, R, c'est simplement un antinaturel qui est juste supérieur ou égal à 2, c'est tout. Donc d'abord, on va définir E, un espace vectoriel de dimension finie, hein, ça ne change pas. Et puis on va prendre F1, F2 jusqu'à FR, vous voyez, là le petit indice ici c'est bien R. Ce sont R sous-espaces vectoriels de E. Donc là, si on devait faire la comparaison avec les vidéos précédentes, avant, on avait juste deux sous-espaces vectoriels, R était égal à 2, F1 c'était notre F de la dernière fois, et F2 c'était G. On avait F et G. Bon bah là, en fait, on peut prendre autant de sous-espaces vectoriels qu'on veut en fait, hein, et on décide d'en prendre R. Et puis comme on l'a dit, bah, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire la somme de tous ces sous-espaces vectoriels. Alors là, on ne va plus s'appuyer sur la métaphore des patates comme on l'a dit précédemment, parce que même en ce qui concerne les dimensions, ça ne nous sera pas d'une grande utilité, cette représentation patataesque, hein. Et on va essayer vraiment d'être dans l'abstraction pure là, à ce moment-là, et on va plutôt préférer donner un exemple juste après. Bien évidemment, ce sera toujours dans R3, hein, vous allez voir, pour bien comprendre ce que ça va être que F1 plus F2 plus F3 jusqu'à plus FR. Et donc voilà, F1 plus F2 jusqu'à plus FR, c'est X1 plus X2 jusqu'à plus XR, avec X1, X2 et XR là qui appartiennent respectivement à F1, F2 jusqu'à FR. Donc en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que F1 plus F2 jusqu'à plus FR, c'est un ensemble, okay, de vecteurs. Okay, c'est l'ensemble de tous les vecteurs qui peuvent s'écrire comme somme d'un vecteur de F1, c'est X1 là, d'un vecteur de F2, c'est X2, etc. et jusqu'à d'un vecteur de FR, c'est XR. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, ça c'est du cours, hein, c'est que la somme qui est ici, la somme de sous-espaces vectoriels, ça reste un sous-espace vectoriel de E. Voilà, cette somme de sous-espaces vectoriels de E, c'est aussi un sous-espace vectoriel de E. Il n'y a pas de problème avec ça, hein. Et alors maintenant, on va donner un exemple, quand même, un exemple de somme de 3 sous-espaces vectoriels. Et voilà, alors, notre espace vectoriel de référence, ça va être R3, c'est-à-dire l'espace, okay. Et dans cet espace, on va considérer 3 sous-espaces vectoriels. D'abord, l'espace vectoriel, là, qui est ici, c'est la droite de réel, ici, qui est verticale ici. F2, ça va être R qui est comme ça va être cet axe de réel là, et F3, ça va être celui-là. C'est lui qui, entre guillemets, va donner une profondeur, comme on va le voir. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a 3 axes réels, ok, et dont on va faire la somme. Voilà, on va associer là ces 3 sous-espaces vectoriels pour n'en former qu'un seul. Et vous allez voir d'ailleurs, en plus, ça va nous donner exactement R3. Mais on aurait très bien pu prendre un espace vectoriel d'une dimension de plus. Par exemple, on aurait pu prendre E R4. Et donc du coup, lorsqu'on aurait fait la somme de F1, F2 et F3, ça va donner R3 qui lui est bien un sous-espace vectoriel de R4, okay, qui n'est pas égal à R4 hein, évidemment, alors que là, quand on va faire la somme, on va exactement tomber sur R3. Bon, ça va nous permettre en fait d'introduire dans la foulée directement la somme directe de R sous-espace vectoriel et puis R sous-espace vectoriel qui sont supplémentaires dans un espace vectoriel E donné. Alors si on fait la somme de ces 3 gugus, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner ça. Ça va nous donner en réalité tout l'espace. Ça va nous donner tout l'espace. On a F1, F2 et F3. Si jamais on en fait la somme, l'espace vectoriel qu'on va avoir in fine, ça va bien être tout l'espace. Et ça, on le voit très bien parce que si jamais on prend n'importe quel vecteur de l'espace, imaginons que je prenne X qui est ici, et ce vecteur-là, comme n'importe quel vecteur de l'espace, il peut s'écrire comme la somme d'un vecteur de F1, voilà, c'est un vecteur de F1, plus un vecteur de F2, donc voilà ce déplacement-là, plus un vecteur de F3, c'est-à-dire par exemple, je ne sais pas, imaginons qu'on soit, allez, on est
derrière là. X, il est en profondeur comme ça, il est derrière le plan qui est juste ici, imaginons. Et donc X, là, un vecteur de l'espace s'écrit bien comme une somme d'un vecteur de F1, d'un vecteur de F2 et d'un vecteur de F3. Et donc là, on comprend bien de façon visuelle et de façon assez intuitive que n'importe quel vecteur là de l'espace, ok, s'écrit comme la somme, et ça c'est vraiment ça qui est super important, c'est que c'est vraiment la somme d'un vecteur de F1, d'un vecteur de F2 et d'un vecteur de F3. Mais alors là, dans l'exemple qui est ici, ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on voit que au-delà du fait que n'importe quel vecteur de l'espace peut s'écrire effectivement comme somme d'un vecteur de F1, d'un vecteur de F2, d'un vecteur de F3, c'est vrai, mais en plus, c'est que cette somme, elle est nécessairement unique. Elle est nécessairement unique. C'est-à-dire que là, le vecteur x qui est ici, il s'écrit de façon unique comme somme d'un vecteur de F1, d'un vecteur de F2 et d'un vecteur de F3. C'est-à-dire qu'en fait, là, x, là, ici, il va avoir une seule coordonnée par rapport à F1, une seule coordonnée par rapport à F2 et une seule coordonnée par rapport à F3, nécessairement. Alors attention, là, je précise une chose vachement importante, c'est que F1, F2 et F3, je les ai pris chacun de dimension 1. Ok, mais faites très attention parce que de façon générale, F1, F2 et F3 peuvent tout à fait avoir des dimensions bien supérieures, hein. On peut avoir F1 qui est de dimension 5, F2 qui est de dimension 3, F3 qui est de dimension 2, je ne sais pas, un truc comme ça peut tout à fait arriver, hein. Parce qu'en fait, là, on s'est mis dans un exemple très simple, on s'est mis dans un espace vectoriel de dimension 3 qui est visuellement représentable. Mais on peut prendre un espace vectoriel de dimension n qui dépasse 100, 1000 ou tout ce que vous voulez, hein. Bon, tout ça pour dire que là, dans l'exemple précis qui est ici, tout vecteur là de l'espace s'écrit de façon unique comme une somme d'un vecteur de F1, de F2 et de F3. Voilà, et ça se dit comme ça. C'est-à-dire que pour tout vecteur x de E, donc peu importe le vecteur x que je prends dans E, il existe un unique, ça c'est super important, c'est vraiment cette notion d'unicité, hein. Il existe un unique triplet là du coup, x1, x2, x3 qui appartiennent à F1, F2, F3. Donc là, x1 c'est un vecteur de F1, x2 c'est un vecteur de F2 et x3 c'est un vecteur de F3, ok, tel que x s'écrit bien x1 plus x2 plus x3. Et cette notion-là d'unicité, là le point d'exclamation, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un seul, hein, c'est unique ce truc-là, et ça nous permet d'introduire la notion de somme directe de R sous espace vectoriel. Là, F1, F2 et F3, ils sont en somme directe. Voilà, ça, c'est équivalent à dire que F1, F2 et F3 sont en somme directe. C'est exactement la même logique que dans les vidéos précédentes lorsqu'on avait F et G qui étaient en somme directe, mais c'est juste que là, on a un peu plus de sous-espaces vectoriels. On n'a pas simplement 2, ici on en a 3. Et à vrai dire, là, on est dans un exemple avec 3 sous-espaces vectoriels, mais on va le donner tout de suite. La définition, elle est beaucoup plus large. Elle s'applique à une somme de R sous-espace vectoriel qu'on peut tout à fait mettre en somme directe, hein. Voilà, le théorème, c'est ça. Alors, la somme F1 plus F2 jusqu'à plus FR. Alors là, vous voyez, je vais donner le nom de F. Ça, c'est super important parce que dans l'exemple de tout à l'heure, on avait F1 plus F2 plus F3. Ça nous faisait carrément tout E. Ça nous faisait tout notre espace vectoriel de référence qui était R3, ok. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que de façon générale, là, on a nécessairement un sous-espace vectoriel de E. C'est-à-dire qu'en fait, là, F qui est ici, qui est toute cette somme-là, ça se trouve, ça c'est beaucoup plus petit, voyez, que E qui, ça se trouve, lui est beaucoup plus grand. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir E, je ne sais pas, qui est de dimension 100, et F ici, je ne sais pas, qui est de dimension 58. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, du coup, ce sous-espace vectoriel, donc si vous voulez une patate, hein, encore une fois, dans la grosse patate, cette patate-là, en fait, c'est une somme de plein d'autres patates. Ok, bon. Et tout ça pour dire que cette somme-là, qui est ici, ce n'est pas du tout forcément tout l'espace vectoriel E, hein, contrairement à l'exemple précédent, où là, c'est bon, ça fonctionnait bien. Avec F1 plus F2 plus F3, on avait tout E. Bon, là, avec F1 plus F2 plus FR, on a, on le sait, un sous-espace vectoriel de E qu'on appelle F. Et on dit que cette somme qui est ici, elle est directe, donc si et seulement si pour tout x qui appartient à F, attention, je n'ai pas dit qui appartient à un E, ok, donc je ne parle pas du tout de tous les vecteurs de E, je parle de tous les vecteurs qui sont là dans ce sous-espace vectoriel, là, qui est de dimension entre guillemets 58, hein, par exemple. Et donc si et seulement si pour tout vecteur là qui est dans F, il existe un unique, ça, le point d'exclamation est super important, c'est il existe un unique, du coup RUplé, donc x1, x2 jusqu'à xr, qui appartient à f1, croix jusqu'à etc. jusqu'à fr, tel que x est égal à la somme là de tous ces vecteurs. C'est-à-dire que x1 c'est un vecteur de f1, x2 c'est un vecteur de f2, et xr c'est un vecteur de fr. Et il faut bien évidemment du coup que x soit la somme de x1, de x2 et jusqu'à xr.
Et dans ce cas, on écrit que f, donc ce sous-espace vectoriel-là, c'est f1 plus f2 avec ce rond-là autour du plus, etc., jusqu'à plus fr. Donc vous voyez, c'est exactement la même notation que celle qu'on avait introduite pour la somme directe de deux sous-espaces vectoriels. Et à vrai dire, on peut l'écrire comme ça, là, c'est la somme directe des fi pour i allant de 1 jusqu'à r. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce qui est juste ici, ça paraît un petit peu bizarre, mais en réalité, c'est exactement la même logique que ça. Lorsque vous faites la somme des fi pour i allant de 1 jusqu'à r, ça, qu'est-ce que c'est? C'est ça, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, pour dire qu'on est face à une somme qui est directe, au lieu d'avoir une somme qui est comme ça, on va avoir un symbole plus qui est comme ça avec ce cercle. Ça, ce symbole-là, ça veut dire qu'on a exactement ça, c'est-à-dire que F1 et F2 jusqu'à FR sont tous en somme directe. Remarquez quand même là un truc assez troublant, c'est que là, dans la définition qu'on donne d'une somme directe de R sous espace vectoriel, on ne parle pas d'intersection réduite au vecteur nul. On ne parle pas de ça. On ne parle pas du fait que F1 inter F2 jusqu'à inter FR, ce serait réduit au vecteur nul ou je ne sais pas quoi. Non, ça n'est pas du tout dans cette définition-là. Okay, ça, c'est vrai pour la somme directe de deux sous-espaces vectoriels. Mais lorsqu'on passe à la somme directe de plus de deux sous-espaces vectoriels, okay, et là, cette notion-là d'intersection réduite au vecteur nul, elle disparaît carrément. Parce qu'en fait, il n'y en a juste pas besoin en réalité. Enfin, je dis disparaît. Du moins, c'est qu'on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin dans une somme de R sous espace vectoriel. En revanche, le vecteur nul, on le retrouve quand même dans un théorème qui a trait aux sommes directes de R sous espace vectoriel quand même. Alors, on retrouve ici le vecteur nul de E, ici et là. Et donc, c'est ça le théorème qu'il faut bien avoir en tête, c'est que là, F1 plus F2 jusqu'à plus FR, là, bon, je l'ai appelé F, mais à vrai dire, on s'en fiche, on pourrait tout à fait ne même pas donner un nom à cette somme, à ce sous-espace vectoriel en tout cas. Donc on sait que cette somme-là qui est ici, de sous-espace vectoriel de E, elle est directe si et seulement si, pour tout RUplé de vecteurs, donc de F1 croix F2 jusqu'à croix FR, c'est-à-dire que X1 il appartient à F1, X2 dans F2, bon ça vous le savez, XR il appartient à FR, Et lorsque vous faites vachement attention à ça, lorsqu'on fait X1 plus X2 plus XR est égal au vecteur nul de E, ça implique que x1 égale x2 jusqu'à égale xr égale le vecteur nul de E. Ça ressemble, ce truc-là, fichtrement à un test de liberté, ça n'en est pas un. Ça n'en est absolument pas un. À vrai dire, c'est l'équivalent entre guillemets d'un test de liberté, mais pas pour des familles de vecteurs, mais pour des espaces vectoriels. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une espèce de parenté, j'allais dire, de similarité, si on veut, entre la notion de liberté de famille de vecteurs et la notion de somme directe de sous-espaces vectoriels. Quand même, c'est un petit peu vrai. Mais là, on n'est pas face à un test de liberté. Parce qu'un test de liberté, qu'est-ce que c'est? Déjà, ça a trait à une famille de vecteurs. Donc, imaginons qu'on prenne la famille de vecteurs x1, x2 jusqu'à xr. Pour montrer que cette famille est libre, qu'est-ce qu'on fait? On fait une combinaison linéaire de x1, x2 jusqu'à xr. Donc, on prend lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda r des scalaires. Et on dit, voilà, lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 jusqu'à plus lambda r xr est égal au vecteur nul de E. On impose à cette combinaison linéaire d'être égal au vecteur nul de E. Et ça, on veut montrer que ça implique nécessairement que lambda 1 égale lambda 2 jusqu'à égale lambda r égale 0. On veut montrer que les scalaires là qu'on a utilisés sont tous égaux à 0. Ici, ce n'est pas du tout le même truc. C'est pas du tout le même truc. Déjà là, on n'est pas du tout en train d'utiliser des scalaires, vous voyez, contrairement à ici. Pas du tout. Là, on est en train de faire x1, donc ce vecteur plus le vecteur qui est là jusqu'à plus le vecteur qui est ici. On impose à cette somme d'être égale au vecteur nul. Donc là, c'est à peu près la même chose qu'ici avec lambda 1 égale lambda 2 égale lambda r égale 1. Ça, c'est vrai. Mais là, l'implication qu'on veut, c'est absolument pas montrer que là, nos scalaires sont égaux à 0. Absolument pas. Nous, on veut montrer que ce sont les vecteurs. Ce sont les vecteurs ici, vraiment, qui sont tous égaux au vecteur nul de E. C'est-à-dire que x1 qui est ici, qui est dans F1, en fait, ça va être le vecteur nul de E. Là, pareil pour x2 qui est dans F2, pareil jusqu'à xr qui est dans Fr. Là, l'égalité qui est ici, ce sont des égalités de vecteurs par rapport au vecteur nul. Ce n'est pas du tout une égalité de scalaires qui seraient égaux à 0. Vraiment pas. Donc là, pour bien saisir le truc, là,
on peut tout à fait revenir dans l'espace. Voilà, on se place dans l'espace R3 et on avait dit qu'on faisait la somme de 3 sous-espaces vectoriels de R3, c'est-à-dire F1 qui est là, F2 qui est là et F3 qui est là. Il se trouve que lorsqu'on les combine là tous ensemble, quand on fait la somme de ces 3 sous-espaces vectoriels, bon, on a en plus R3, bon, ok. C'est-à-dire qu'en fait, le sous-espace vectoriel auquel on va arriver, c'est carrément l'espace vectoriel dans son ensemble tout entier. Hein. Bon. Donc là, juste dans cet exemple, R est égal à 3. Hein. C'est-à-dire qu'on a 3 sous-espaces vectoriels, F1, F2, F3. Voilà, R est égal à 3. Bon, donc là, imaginons que je prenne un vecteur de F1 qu'on appelle X1. Donc voilà, je prends X1, que je lui ajoute un vecteur de F2 qu'on appelle X2, voilà, et que je lui ajoute aussi un vecteur X3 qui appartient à F3. Et j'impose à cette somme de vecteurs d'être égale au vecteur nul de E. Voilà, j'impose à cette somme de vecteurs d'être égale au vecteur nul de E. Le vecteur nul de E, qu'est-ce que c'est que le vecteur nul de E? C'est tout simplement, là, l'origine du repère, je suis ici, et je ne bouge absolument pas. Je ne bouge pas. Et bien là, je vous laisse vous convaincre. Exactement, à vrai dire, comme dans la vidéo qu'on avait dédiée au test de liberté, là, je vous laisse vous convaincre qu'ici, en fait, il n'y a qu'une seule possibilité. Là, x1, x2 et x3, nécessairement, ils seront tous égaux au vecteur nul. Parce que là, pour atterrir sur le point qui est ici, avec un vecteur de f1 plus un vecteur de f2 plus un vecteur de f3, en fait, c'est juste impossible autrement, quoi. Hormis le fait que x1 égale le vecteur nul, que x2 égale le vecteur nul et que x3 est aussi égal au vecteur nul. Parce que si x1 et x2 et x3 étaient différents du vecteur nul, ça voudrait dire par exemple, je sais pas, que x1, voilà, je mets par exemple ici, donc voilà, x2 je mets par exemple ici, et puis x3, je vais essayer d'aller à l'intérieur ou d'aller un petit peu à l'extérieur, mais ça ne me ramène pas à l'origine du repère. Vous voyez, si jamais je fais ça, ça et ça, je suis ici, je ne suis pas là. Si jamais je fais ça, ça et ça, par exemple, je suis ici, je ne suis pas là. Et là, je vous laisse vous convaincre que c'est juste impossible lorsqu'on a x1 plus x2 plus x3 égale le vecteur nul. C'est genre complètement impossible de trouver une autre possibilité que x1 égale x2 égale x3 égale le vecteur nul. Parce que si je veux partir de là et arriver ici vectoriellement, en utilisant un vecteur de f1, un vecteur de f2 et un vecteur de f3, par exemple, si jamais je fais ça, ça et ça, ou ça, ça, et je m'avance un petit peu, je n'arriverai jamais au vecteur nul. Autrement que en ne bougeant pas par rapport à F1, en ne bougeant pas par rapport à F2 et en ne bougeant pas par rapport à F3. Parce que si je bouge par rapport à F1, je monte, donc je ne pourrais pas redescendre. Si je bouge par rapport à F2, je vais à droite, je ne pourrais pas retourner à gauche. Parce que F1 et F3, ils ne me font pas aller à gauche, pas possible. Hein. Et ensuite, si jamais je fais un déplacement, un vecteur par rapport à F3, soit je vais par là, soit je vais en avant. Mais je ne pourrais pas retourner en arrière ou en avant réciproquement, puisque j'utilise simplement un vecteur à chaque fois dans F1, dans F2 et dans F3. Donc, il n'y a pas d'autre possibilité. Ça, là, dans ce cas présent, ça implique nécessairement que x1 est égal à x2, je vais garder les petites couleurs, est égal à x3, voilà, est égal au vecteur nul de E. Là, on a bien une implication. Exactement dans la même logique que pour les tests de liberté. x1 plus x2 plus x3 égale le vecteur nul, ça implique que x1 égale x2 égale x3 égale le vecteur nul de E. Notez au passage que ce théorème-là est tout à fait vrai lorsqu'on s'intéresse à la somme de deux sous-espaces vectoriels. Parce que là, on est avec 3 sous-espaces vectoriels et de façon plus générale avec une somme de R sous-espaces vectoriels. Et on avait, dans les vidéos précédentes, parlé de somme de 2 sous-espaces vectoriels, mais il se trouve que là, le R qui est ici, il est supérieur ou égal à 2. Donc, il peut tout à fait être égal à 2. Donc, ça, c'est aussi vrai dans le cas où vous avez seulement 2 sous-espaces vectoriels. Donc là, à titre d'exemple, là, au lieu de se mettre dans l'espace, on va se mettre dans le plan. Donc, E, on va prendre R2. Je vais du coup virer là F3 qui est ici. Je vais virer ma dimension de profondeur. Ok, je me ramène dans le plan et je fais la somme de F1 et de F2. Alors là, les x3, on peut les virer, évidemment. Et on arrive bien à la conclusion qui est ici, c'est que si on fait x1 plus x2 égale le vecteur nul, ça implique nécessairement que x1 égale x2 égale le vecteur nul. Là, en revanche, on est dans le plan. C'est-à-dire que si jamais je prends un vecteur du plan, voilà, je sais qu'il se décompose comme somme d'un vecteur de f1 et d'un vecteur de f2, donc je suis par exemple ici. Mais si jamais je veux atterrir sur le vecteur nul,
bah, imaginons que je veux mettre là, bah, je ne suis pas sur le vecteur nul hein, ici. Si jamais je fais ça plus ça, non plus. Si jamais je fais ça plus ça, non plus. Si jamais je fais ça plus ça, non plus. Bah, il n'y a qu'une seule possibilité. Si x1 plus x2 est égal au vecteur nul, c'est-à-dire que je ne bouge pas de ça, bah, ça veut nécessairement dire que par rapport à f1, je n'ai pas bougé, et par rapport à f2, je n'ai pas non plus bougé. x1 égale x2 égale le vecteur nul. Donc ça fonctionne aussi avec une somme de deux sous-espaces vectoriels seulement, hein, ce théorème-là, très important.